Vous êtes venu et merci à Bitcoin Genève de m'accueillir dans ces lieux. On va voir ensemble Bitcoin comme matière première. Ça tombe bien pour la place de négoce qu'est Genève. Et surtout, est-ce que Bitcoin est une matière première? Et si oui, ça signifie qu'on a devant nos yeux la première matière première numérique. Et ça, c'est oui. Et ça, c'est littéralement la première mondiale. Donc on verra, est-ce que Bitcoin est une matière première? Qu'est-ce que ça change? Quel est l'avantage d'avoir une matière première numérique? Alors, un petit mot sur votre présentateur. Je m'appelle François Jolin. Vous pouvez me retrouver sous le nom de Codable TV, que ce soit dans le channel Telegram, sur YouTube, Deezer. Je fais des articles et des podcasts sur Bitcoin, mais pas que, sur l'économie et le numérique d'une manière générale. Alors, on parle de matière première. Je vais reprendre les termes, les jargons, on va dire, du domaine. Une matière première, en anglais, dans le monde de la finance, s'appelle une commodities. C'est défini par une denrée matière première active standardisée disponible auprès de beaucoup de fournisseurs. Donc c'est le blé, le café, l'or, le pétrole, le gaz, et ainsi de suite. C'est tout ce qu'on peut échanger, qui est assez standardisé et qui n'est pas lié qu'à une seule entreprise, une seule personne dans le monde. C'est quand plusieurs personnes ont la même denrée qu'on s'échange à travers des bourses. Donc une commodity, c'est une matière première, ça va du sucre au pétrole en passant par l'or ou les diamants. À côté de ça, on a une securities, c'est tout bonnement un contrat. Il y a une securities, c'est tout bonnement ce qu'on s'échange un peu en termes d'actions et d'obligations. C'est un contrat, c'est-à-dire c'est quelqu'un, une institution, une entreprise qui émet un titre de propriété, aka une action, ou un titre de créance, aka une obligation. Et grosso modo, on s'échange que ça dans le monde. On s'échange soit des matières premières, donc des choses tangibles, physiques, que distribuées, on va dire, plus ou moins à travers le monde entier, ou des securities, c'est des contrats émis par une personne qui vous apporte par exemple des avantages. Et il y a un pont qui existe, c'est les fameux ETF, qui ne font pas que ça, mais notamment un ETF, ça permet de faire un pont. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'avoir de l'or chez soi, ça c'est une commodities, vous avez de l'or chez vous, c'est tangible, vous l'avez dans votre coffre, vous le tenez dans votre main. Pour X ou Y raison, vous ne voulez pas avoir de l'or chez vous, vous ne voulez pas le tenir dans votre main, vous allez donc passer par de l'or papier. En bourse, vous en achetez à travers BlackRock ou autre. Ils proposent de l'or papier, c'est-à-dire c'est eux qui détiennent de l'or et ils vous donnent un titre de propriété. Ce qu'on appelle un ETF. Des ETF, il y en a sur le blé, le pétrole, à peu près toutes les matières premières qui existent. C'est un moyen de transformer une matière première en securities pour la simplification. C'est plus facile de détenir une securities qu'une commodities. Par contre, une commodity, c'est quand même, on va dire, moins dangereux, ça ne dépend pas que d'une seule personne. Si demain vous avez des ETF BlackRock sur l'or et que BlackRock fait faillite, mais pas l'or, bah vous avez quand même tout perdu. Ok, je suis pas sûr non plus. Donc, bah, ok, donc visiblement, un ETF, ça dépend des conditions, mais on peut récupérer l'or sous-jacent ou quoi que ce soit d'autre. Mais sachez que par exemple, l'or papier, on a 100 fois plus que de l'or physique. Donc il y a un peu une sorte de chaise musicale où il faut pas être le dernier qui s'assoit, quoi. Voilà, mais euh, qu'est-ce qu'on sait que dans les ETF, en fait, eux-mêmes se sont pas, on va dire, enquiquinés à avoir de l'or physique et qui se sont dit, bah en fait, pourquoi prendre de l'or physique dans nos coffres quand on peut avoir les titres d'une autre personne ou qu'on peut avoir des futurs, des dérivés, et ainsi de suite, quoi. Donc les ETF, faut regarder ce qu'il y a dedans, mais un truc est sûr, c'est un contrat. Vous ne détenez pas physiquement quelque chose que vous êtes le seul comme une commodities à avoir. Et Bitcoin, alors, dans tout ça. Et bien en fait, Bitcoin, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas débat. Il y a, enfin, pour les Américains, on va dire, du moins, puisque la CFTC, donc qui est l'organisme qui régule les commodities aux États-Unis, pour Heath Starber, nous avons été très clairs sur Bitcoin. Bitcoin est une commodities sous la Commodities Exchange Act. Donc pour le mec qui gère les commodities aux États-Unis, il n'y a pas débat, Bitcoin c'est une commodities. Chose que peu de gens, on va dire, savent parce qu'il a très mauvaise réputation. Gary Gensler, celui que beaucoup de crypto boys et bitcoiners détestent, bah pour lui aussi il n'y a pas débat. Bitcoin, et c'est le seul que je vais dire ainsi, est une commodities sous l'Exchange Commission. Donc en fait, d'un point de vue réglementation, les deux aux États-Unis sont totalement d'accord pour dire que Bitcoin est une commodities. Donc en fait, la présentation pourrait s'arrêter là, parce que le débat il est fini, Bitcoin est une commodities.
On va voir maintenant plus loin qu'est-ce que cela implique. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on peut dire que Bitcoin commoditise? Bah oui, si on décrit Bitcoin, il est décentralisé, son entreprise, fondation ou un gérant ayant un contrôle dessus. Il n'y a pas de rôle admin dans Bitcoin où quelqu'un est capable de faire n'importe quoi de manière arbitraire. Une quantité limitée, on ne peut pas en créer autant qu'on veut, les règles sont fixées. Un besoin de dépense d'énergie pour en créer, c'est, on va dire, une sorte de bonus. On pourrait peut-être créer une commodities qui n'a pas ça. Mais en tout cas, Satoshi Nakamoto, lui, a voulu rattacher la création de Bitcoin à une dépense d'énergie pour faire encore plus comme une commodities, échangeable librement, détenue en main propre. Donc pour l'instant, c'est tout comme une commodities qu'on a l'habitude de voir, l'or, le café, le blé, le pétrole, et pourtant c'est du numérique. Et c'est ça un peu le grand changement de Bitcoin, c'est que c'est la première monnaie, enfin c'est la première matière première numérique. Ça pique un peu les yeux, on va dire, au début, on ne comprend pas, parce que pour nous, on a l'habitude de soit on le touche, c'est commodities, soit c'est un contrat abstrait qu'on ne touche pas, on ne sait pas trop où il est, c'est une securities. Et bien là, avec Bitcoin, on a l'aspect d'une securities, mais dans son fondement, c'est une commodities. Alors, pourquoi est-ce que la SEC s'est mis tous les bitcoiners et crypto fanboys à dos? Des fois à juste titre, des fois non. Le premier, c'est que la SEC a retardé l'arrivée des ETF, Bitcoin. Et ça, c'est vrai que, alors, on ne parle pas non plus d'un retard de 10 ans. Ils ont retardé, franchement, contre BlackRock qui dit je veux bien et on lui donne, ça, ils ont peut-être retardé d'un an ou deux, grosso modo. Donc c'est pas non plus, ils n'ont pas retardé pendant 10 ans. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ils disent c'est une commodities, et à partir du moment où déjà toutes les commodities de la Terre ont un ETF, surtout qu'il y avait déjà des produits dérivés sur Bitcoin qui s'échangeaient dans des bourses, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a eu une sorte de zèle pendant 2 ans pour ralentir les ETF Bitcoin. Donc, Gary Gensler, sur ça, on va dire, a eu sa philosophie à lui, mais on peut lui reprocher, mais c'est 2 ans d'attente tout de même. Et l'autre, c'est qu'une fois qu'il a dit que Bitcoin est une commodities, avec énormément d'intérêt, c'est une commodities, la seule chose que vous devez faire avec une commodities, en tant que vendeur de commodities, c'est de montrer que vous ne mentez pas au client quand vous faites l'échange. Si vous vendez de l'or, on va vous encadrer, on va vous réglementer pour être sûr que vous échangez bien de l'or. Mais une fois que le vendeur d'or vous a échangé son lingot, qu'il fasse faillite, c'est plus votre problème. Vous avez toujours le lingot. Alors qu'une securities, les entreprises doivent avoir beaucoup plus de réglementation, beaucoup plus de transparence, parce qu'une securities, elle a de la valeur tant que l'entreprise est en vie. Donc c'est pas juste au moment de l'échange où quand elle vous donne le contrat, il faut qu'elle soit honnête, il faut qu'elle reste honnête tout le long de sa vie pour que le contrat, il ait de la valeur. Donc personne en fait n'a envie d'être sous la SEC. Personne. Donc suite à Gary Gensler qui dit le Bitcoin est une commodities, plein de gens ont tenté de mettre leur crypto-monnaie comme commodities. Alors Tether, évidemment, non. Tether, par exemple, c'est une securities. Tether, c'est celui qui fait du crypto-dollar, et stablecoin. Tether, lui, c'est une entreprise réglementée, patati patata, c'est une securities. OK. Ethereum, par exemple, c'est une commodities, mais un peu moins que Bitcoin. C'est beaucoup moins décentralisé. Il y a quand même Vitalik Buterin qui est là. Que devient Ethereum si la fondation Ethereum et Vitalik Buterin se voient morts, mettre en prison ou mentent à leur communauté? Ouais, il y a une prévente en plus. Ripple, qui lui a essayé de se glisser en disant oui, oui, je suis une commodities, alors quand même, Ripple, ça atteint quand même beaucoup plus de securities. C'est une entreprise centralisée qui émet des jetons assassins, on va dire, de manière assez arbitraire. Donc là, il y en a qui essayent et il y en a, on ne sait pas. Solana, c'est quand même très centralisé. Donc est-ce que c'est une commodities ou est-ce que c'est une securities? Des projets comme Base ou comme BNB, certes, ils sont décentralisés, certes, en théorie, c'est des crypto-monnaies comme les autres, mais ils sont quand même sacrément backupés et financés par des entreprises. Donc en fait, ce que Gary Gensler, lui, il voulait pas, c'était d'ouvrir la porte et qu'on se retrouve avec un Trump coin, quoi. Bon, bah, vous voulez que Trump, la première chose qu'il a fait, c'était de le virer et de faire son Trump coin. Mais en soi, il n'était pas non plus totalement con, idiot et anti-crypto. Il était un peu de zèle, ça c'est sûr, mais il a parfaitement accepté que Bitcoin est une commodities, parce qu'il a dit là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Par contre, les autres, vous n'allez pas passer entre les lignes. Je vais tous vous, je vais tous vous flinguer, quoi. Et des fois avec raison. C'est-à-dire quand on regarde des projets comme Ripple, Base ou BNB, ils essayent de se faire passer pour des commodities pour éviter d'avoir la lourdeur réglementaire de la SEC, mais quand même, ça ressemble beaucoup à des securities.
Bah, franchement, le pire, c'est que ça dépend un peu, on va dire, du côté décentralisé de la chose, mais Dogecoin ou Monero pourraient être vus comme des commodities, c'est sûr. Alors, est-ce une bonne chose d'avoir une commodities comme monnaie ou une securities? Les monnaies ont tendance à suivre à peu près la même évolution. Ça commence par une commodities, aka l'État ne peut pas en faire ce qu'il veut. Donc ici, je vous ai pris le double eagle américain, qui était une pièce qui valait 20 dollars à l'époque. Puis ils en font un ETF. Là, vous voyez l'ETF qui est arrivé dans les, je sais pas trop quand, on va dire début du XXe siècle. Et ce qui est important, cet ETF qui ressemble quand même beaucoup à un billet de banque américain classique, c'est ce qu'il y a en bas. In gold coin payable to the bearer on demand. Ça signifie que ce billet était un équivalent direct de la pièce d'à côté de 20 dollars. Vous pouvez à tout moment, enfin là c'était 100 dollars, donc ça vous donnait droit à 5 pièces. Mais à tout moment, vous pouvez aller voir une banque et dire voilà le billet, je veux mon or, ou inversement, voilà de l'or, je veux un billet. C'était totalement fixe, c'est-à-dire l'État avait dit c'est de la commodities, c'est chiant à transporter, si vous voulez, je vous fais un ETF dessus. Et petit à petit, en fait, l'ETF, il perd son lien avec le sous-jacent. Et dans ce cas, ça devient des actions. C'est-à-dire actuellement, les billets de banque de nos États, que ce soit le franc suisse ou le billet américain, c'est une action du gouvernement. On le prend et le gouvernement nous dit t'inquiète pas, ça va monter parce que c'est moi le plus fort. C'est littéralement qu'une action. Il y a pas de sous-jacent, il n'y a pas de métal qui va nous attendre derrière. Et bien souvent, ce qui va se passer, ici, je vous ai pris par exemple la pureté des pièces en argent de l'Empire romain. Donc on n'est pas passé par ETF, il n'y a pas eu de billets. On était passé des pièces en 100% argent. Et bizarrement, plus l'Empire a du mal à boucler ses fins de mois, plus pour le même valeur, il faisait les mêmes pièces avec la même valeur, mais il mettait beaucoup moins d'argent dedans. Et à la fin, quand l'Empire s'est totalement effondré, on est arrivé à peu près à 30% d'argent, alors qu'à base c'était 100%. Donc l'histoire de la monnaie, c'est toujours la même chose. Là, c'est l'Empire chinois. On payait avec des tailles en argent. Ils ont mis en place le billet. Et à la fin, ils ont dû rétropédaler plusieurs siècles après parce qu'ils avaient bien évidemment imprimé trop de billets. Et l'économie était en train de s'effondrer. Donc hop, vite, 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 on revient. Ouais. Par rapport à la slide précédente, j'aimerais comprendre comment est-ce qu'il est mesuré exactement Ça, c'est la pureté de l'argent. Ça, c'est l'année de circulation de la pièce. Donc en fait, quand l'Empire romain, au tout début, il mettait des pièces en argent pur, 100%. Donc on est sur une commodities. Et puis plus le temps passe, plus il met la même pièce avec la même valeur faciale, mais dedans, il met de moins en moins d'argent. Et après, ils obligeaient les commerçants à marchander avec les pièces de Ah bah oui. 30% sous peine de. Ah bah oui, ça marche comme ça. C'est vrai que alors je vous ai ramené une pièce, vous verrez qui est une pièce française du siècle dernier, qui va dans la présentation, mais j'aurais pu vous ramener une pièce de la Révolution française qui était censée être liée à de l'immobilier confisqué par les révolutionnaires français, pièces d'assignats, voilà. Les pièces d'assignats de la Révolution française, des pièces en cuivre, qui étaient liées, ils avaient confisqué tous les biens de l'Église possédait tout, grosso modo, en France, donc les assignats étaient un lien direct avec de l'immobilier. Ils ont commencé évidemment à créer plus de pièces qu'ils en avaient, et à tel point qu'à la fin, c'était vous devez utiliser les assignats, sinon peine de mort, vous devez faire rien d'autre, sinon peine de mort, et à la fin, c'était carrément, si vous osez demander sur un contrat en quelle monnaie est ce contrat, c'est peine de mort. Donc c'est toujours la même chose, c'est plus la pièce devient pourrie, plus les lois deviennent de plus en plus hardcore pour forcer à l'utiliser. Et toutes les pièces françaises en or, à chaque fois, ça a été le roi qui dévalue la pièce en or pour payer. La première pièce en or qu'on a eue en France, c'était, je sais plus lequel, mais c'était pour payer la rançon d'un roi qui s'était fait enlever par l'Angleterre. On cherchait de l'argent, on n'avait pas l'argent, et donc on a créé une pièce qu'on a dévaluée direct pour créer de l'argent et payer la rançon pour payer la sortie du roi, quoi. Donc l'histoire, moi je connais pas mal l'histoire, on va dire, française monétaire, c'est très, très rigolo. Donc voilà pour la Chine, voilà pour les Anglais. Les Anglais, ils ont gardé le nom, hein. Une livre sterling, à la base, c'est une livre, soit 453 grammes d'argent qualité sterling. Ça, c'était à la base quand c'était mis en place il y a ça quand même plusieurs siècles. Elle est assez vieille, la monnaie, je crois que c'est une des plus vieilles monnaies qui existent. Aujourd'hui, pour une livre sterling, je crois qu'on est actuellement à plus ou moins 1000 francs le lingot d'argent. Donc ça vous donne droit à un gramme. Donc on est passé d'un truc qui à la base vous donnait droit à 453 grammes d'argent à 1 gramme. Et c'est en fait toujours la même histoire, c'est-à-dire que dès qu'on décroche une commodities, ça chute. Le double eagle à la base valait 20 dollars. Aujourd'hui, et encore 2023, je crois que ça a encore explosé ces temps-ci.
Là, on est à 2000, peut-être même 2500 actuellement. 3000 même. Bon, bah, ça, vous voyez, vous vous rappelez la slide sur l'Empire américain, l'Empire romain, je veux dire, qui a tendance à plonger. Même en Suisse, c'est vrai que ça fait partie des monnaies les plus stables. Mais quand on dit que le franc suisse est fort, il est fort par rapport au reste des monnaies qui s'effondrent plus vite. Mais le franc suisse a quand même perdu 95%. Et là, c'était une pièce de Napoléon que j'ai reconvertie en francs par rapport à l'euro actuel qui vaut. Et il a lui aussi énormément perdu. Donc dès qu'on quitte la commodities, ce qui est sûr, c'est que la monnaie finit toujours par... Ouais, On est pour la France. Est-ce que ouais. vraiment ça s'est déjà échangé avant un franc ou c'est plus direct, il y a des gens qui Oui, oui, oui. En gros, ça fait partie d'une histoire. C'était une sorte de proto-euro. C'est-à-dire que au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe, Napoléon III a fait l'Union latine, qui a été une monnaie unique. En fait, l'Italie, la Suisse, la France et je crois encore d'autres avaient une même pièce de 20 francs pour la France et la Suisse, 20 lires pour l'Italie. Et donc, ils avaient vraiment une parité dans les monnaies et une stabilité. C'est-à-dire que le 20 francs valait un billet de 20 francs. Le 20 francs français valait un billet de 20 francs français. Oh, ça a quand même duré pas loin d'un siècle, hein, je crois. Peut-être un peu moins que ça, mais non. En tout cas, plusieurs dizaines d'années, l'Union latine, je sais plus, mais ça, en gros, ça a duré, c'était Napoléon III qui l'a mis en place, donc 1850, et ça s'est totalement effondré avec la Première Guerre, où bah là, toujours pareil, on avait besoin de beaucoup. Quand l'État a beaucoup d'argent, il veut bien vous laisser des pièces en or, mais quand la Première Guerre a commencé, l'État évidemment a raflé l'or de tous les Français. Il y avait des affiches où tu voyais cette pièce-là, mais avec le coq. Il y en avait une version avec un coq. Et c'est cette pièce-là qui était écrasée le soldat allemand en disant donnez votre or pour sauver la patrie. Donc ça s'est totalement effondré avec la Première Guerre mondiale, quoi. Ouais. pourquoi affirmer que c'est la mort d'une monnaie qui perd beaucoup de valeur et de temps? Alors, ça dépend à quoi te sert la monnaie, mais si c'est pour la réserve de valeur, ça a plus. Si c'est pour l'échange et faciliter l'échange, oui. Mais force est de constater que nous, les monnaies d'État, on épargne avec. Beaucoup de personnes épargnent avec. Donc, On ne prend en pour... considération la possibilité d'épargner avec un taux d'intérêt, par exemple, alors qui voilà, ça dépend en fait ce pas qu'on en du fait. tout. Ça dépend ce qu'on en fait, mais une monnaie à la base, c'est quand même fait pour se dire j'épargne avec pour pouvoir payer dans le futur. Les monnaies d'État actuelles avec de la déflation ne remplissent plus du tout ce rôle. Alors, Alors en plus, le rôle de fonction d'inflation, après, c'est exactement. pas Ils calculé. remplissent ce rôle de fluidifier l'économie, ça c'est sûr, parce que s'il fallait qu'on paye en grammes d'or la baguette de pain, je pense que ça serait pas bien. Et ça, des économistes estiment qu'une inflation est bonne pour l'économie, puisque ça stimule l'économie, patati patata. Moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne chose pour l'épargnant, parce que lui, il perd 2% à chaque fois. C'est une bonne chose pour ceux qui ont des crédits, puisqu'effectivement, la monnaie qui rembourse leur crédit est 2 fois plus faible. Donc si vous avez un crédit qui est moins de 2% d'intérêt, littéralement, vous gagnez de l'argent, quoi. Mais c'est du 2% actuellement. Enfin, depuis 2023, Oui, voilà, c'est sûr, c'est 2% plus sûr. 40%. Mais donc, en fait, c'est surtout, moi, le vrai problème que je vois avec les monnaies inflationnistes ou pas, c'est que c'est des monnaies politiques. C'est-à-dire, il y a un choix politique qui est fait derrière. Ils ne sont pas neutres. Quand il y a une banque centrale qui dit explicitement, moi, mon but, c'est d'avoir 2% d'inflation, elle a un enjeu politique de dire, je ne suis pas pour l'épargnant, je suis pour ceux qui ont des crédits, comme l'État, par exemple. Mais bien dit, c'est des actions. D'accord? La monnaie d'aujourd'hui, c'est des actions. Bah, la monnaie d'aujourd'hui, c'est des actions, surtout pour la BNS, où j'avais fait une présentation là-dessus. La BNS, c'est gorgé d'actions, justement. La BNS, c'est détourner des obligations pour prendre des actions américaines. Donc c'est quand même marrant. Bon, c'est la seule banque. Enfin après, sinon que la BNS est un mi-chemin entre une banque et un hedge fund. Donc ça dépend comment on voit la chose. Mais pour une banque centrale, c'est la première qui s'est détournée des monnaies, on va dire, classiques, qui sont les obligations des autres pays. Donc oui, il y a plein de choses. Et actuellement, si vous voulez gagner de l'argent, vous savez très bien que c'est pas. On dit même qu'il ne faut pas que l'argent y dort, quoi. Donc ça nous oblige, nous, à toujours trouver des placements pour investir à droite à gauche, des actions, des machins. Et pour moi, je trouve que ça alimente des bulles, quoi. Quand on voit des bulles à peu près dans tout et n'importe quoi, les montres de luxe, les baskets, l'immobilier, les actions Nvidia, les actions Tesla, et ainsi de suite, c'est qu'en fait, il y a une sorte de fuite où tout le monde se dit, il faut vite que je me débarrasse de cette monnaie qui prend 2, voire 5, voire 10 pour son inflation, quoi. Ouais. Juste rappeler, les 2%, ça vient.
Alors là, je crois que c'est un truc un peu au C'est pif, un fait non? qu'ils ont inventé pour voler les gens sur le long terme, pour pas s'en rendre compte sur le court terme. Mais Bah oui. quand ça a été sorti, ça a été du vol. Et Bah, là, on s'habitue, on touche pas mal. Mais 2% d'inflation sur 30 ans, je crois que c'est plus. J'ai un doute si c'est 50 ou 60% en moins à la fin. Donc c'est énorme. Donc 2% d'inflation qui passe sur une épargne qui dort pendant 30 ans, à la fin, l'épargne vaut 2 fois moins de sa valeur, quoi. Donc c'est effectivement une sorte d'impôt qui dit pas son nom, quoi. Donc moi je dis que c'est la mort d'une monnaie parce que une monnaie est censée quand même garantir à la personne une valeur dans le futur. Et dès lors qu'on retire la commodities, on se rend compte que ça a tendance à plonger plus ou moins vite. Et c'est là, mine de rien, où Bitcoin, lui, il peut avoir un intérêt important en tant que commodities numérique, puisqu'il combine les deux mondes. En fait, on ne va pas revenir à l'or comme monnaie. D'une part parce que d'un point de vue numérique, on ne peut pas faire passer l'or dans les tuyaux. D'autre part parce que oui, enfin même actuellement, moi je fais partie des derniers dinosaures à encore utiliser le cash. Les gens, ils veulent tous payer par mobile. Parce que c'est plus simple. Ils n'ont pas à aller retirer l'argent, ils n'ont pas à faire la compte, et ainsi de suite. Donc on se rend quand même bien compte qu'une monnaie qui est facile à utiliser, aka pas des lingots d'or que tu dois peser pour t'assurer que c'est le bon, ça facilite l'économie. Et Bitcoin peut avoir un rôle à jouer en disant c'est le meilleur des deux mondes. C'est à la fois la pérennité d'une commodity, à la fois la facilité d'usage d'une securities. Et c'est d'ailleurs tellement facile d'usage qu'on a l'impression que c'est une securities. Alors qu'en fait, derrière, ça ressemble quand même beaucoup à des garanties de commodities. Maintenant, aussi, il ne faut pas croire n'importe quoi, c'est pas parce que c'est une commodities que ça ne va pas s'effondrer. Et en fait, quand on dit une commodity c'est génial, regardez l'or, ça depuis 7000 ans, bah l'or, c'est pas loin d'être le seul exemple en fait de commodities qui est là depuis 7000 ans. Ici, je vous ai pris des exemples de pièces en bronze de l'époque à peu près de l'époque du bronze, donc c'est moins 3000 ans à peu près par là, entre 5 et 3000 ans. L'époque du bronze, c'est fini dans le chaos total. C'était tout ce qui était autour du bassin méditerranéen. C'est un peu les proto-civilisations. C'est là où on voit les cités-États, c'est là où on voit l'apparition des monnaies, c'est là où on voit l'apparition de l'industrie. Donc la première tentative de l'humanité, on va dire, de faire civilisation s'est terminée dans un bain de sang total à cause des guerres, à cause des famines, mais aussi à cause que le bronze, qui à la base était rare parce que le bronze c'est du cuivre et de l'étain, et dans le bassin méditerranéen il n'y avait pas beaucoup d'étain. Et à force de s'étendre de plus en plus, ils ont fini par trouver plein de mines d'étain, au point que leur monnaie s'est totalement dévaluée. Donc typiquement le bronze, ça avait démarré comme étant une sorte de début de l'or, ça a duré quand même plusieurs, je pense, un bon millénaire, tout ça. Mais ça s'est fini dans le bain de sang pour plusieurs raisons, et notamment parce que la monnaie, d'un coup d'un seul, n'était plus rare. Le bronze, ce n'était plus rare d'un coup d'un seul parce qu'on a trouvé des mines d'étain qui n'avaient pas au bord de la Méditerranée. Quand on dit payer en espèces, c'est une expression moyenâgeuse qui signifie payer en épices, puisqu'on pouvait payer en poivre notamment au Moyen-Âge. Bon, aujourd'hui, les épices, peut-être le safran encore, qui a gardé une valeur assez importante, mais on peut difficilement payer en clou de girofle ou en poivre. Encore une monnaie qui était là depuis longtemps, qui a disparu. Une de mes préférées, c'est l'aluminium. En 1855, Napoléon III, durant l'exposition universelle, montre 3 lingots d'aluminium, le métal le plus cher au monde, en 1855. Tellement précieux que les invités de marque mangeaient dans des couverts en aluminium. Les invités un peu moins prestigieux qui étaient invités chez Napoléon III mangeaient dans des couverts en or, beaucoup moins prestigieux. En fait, c'était tellement compliqué de raffiner l'aluminium, on venait de le découvrir, c'était tellement compliqué que c'était le métaux le plus cher au monde, devant l'or. Moins d'un siècle après, la France est totalement ruinée. Donc là, c'était quand la France se portait bien. Là, c'est totalement ruiné. Les Allemands ont pris tout ce qui avait de la valeur dans le pays. Il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus de fer, il n'y a plus d'or, il n'y a plus d'argent. Il reste que des trucs sans valeur. Napoléon, j'ai une pièce avec moi, excusez-moi, Pétain, frappe des pièces en aluminium. Oui, j'en ai une avec, c'est ultra léger, on croirait que c'est en plastique. C'est juste qu'il n'y avait plus rien, il avait été totalement ruiné. Et donc, en un siècle, l'aluminium est passé de métaux le plus cher au monde à métaux qu'on utilise en dernier ressort quand tous les autres ne sont plus là, pour frapper des pièces avec, parce que ça coûtait que dalle et que les Allemands n'en foutaient rien. Par exemple, les barres en zinc étaient réquisitionnés pour finir dans l'industrie allemande. Donc vraiment, c'est que l'aluminium à cette époque-là, ça valait absolument peanut. Autre chose un peu, on va dire, genevois pour les montres, mais sur une montre, vous voyez, même les pierres précieuses, le saphir aujourd'hui est artificiel, enfin synthétique, c'est du vrai saphir qu'on fabrique. Du vrai saphir, on ne va pas le miner, on fabrique du vrai saphir, comme fait la nature, mais artificiel. Pareil pour les rubis.
qu'on voit aussi dans les montres. Le rubis, c'est des rubis synthétiques. Et dernièrement, depuis quelques années, c'est les diamants qui ont sauté, on va dire. Actuellement, on ne sait faire que des petits diamants, mais synthétiques. C'est-à-dire, c'est pas une copie en plastique de quoi que ce soit, c'est des vrais diamants comme ils sont faits par Mère Nature, c'est juste qu'ils sont faits dans des usines, avec des presses ou haute pression et compagnie. Donc on voit encore une fois que par exemple, même les pierres précieuses, on vous disait les investissements en pierres précieuses, ça fait déjà un petit moment qu'on a réussi à synthétiser le saphir, le rubis, et même le diamant est en passe d'être synthétisé. Enfin, on dit que l'or, c'est sûr que l'or, c'est absolument la commodity qui est restée depuis 7000 ans. Et quand on regarde, on se rend compte qu'il n'y en a pas des masses en fait de commodities qui restent depuis 7000 ans. Si vous avez des ETF comme monnaie ou autre, c'est mort en quelques centaines de siècles. Mais même avoir des commodities, ça peut quand même à la fin finir par péricliter en quelques siècles ou millénaires. L'or n'a toujours pas périclité, et encore on verra. Par contre, pareil, on va dire l'époque moderne a trouvé quelque chose d'aussi lourd que l'or. Depuis très longtemps, on arrivait à prouver que c'était de l'or en mesurant son poids. Si on vous donne une pièce en or et que vous en avez aussi une de votre côté, vous regardez la taille, c'est la même, vous la mettez sur une balance, c'est pour ça que tous les commerçants, souvent des peintres hollandais, on voit avec des balances. Si c'est le même poids, vous savez que c'est de l'or. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de choses plus lourdes que l'or. Donc, on pouvait savoir que c'était de l'or facilement en mesurant l'élément. Et puis on a trouvé le tungstène qui est aussi lourd que l'or. Et donc maintenant, c'est un véritable fléau, c'est-à-dire qu'un tas de lingots, mais quand je dis un tas de lingots, c'est pas juste les lingots des particuliers qui n'y connaissent rien. Même les banques centrales, même JP Morgan s'est fait avoir avec des lingots d'or fourrés au tungstène. Donc l'or est entre guillemets encore protégé, et encore on verra ça tout de suite. Le problème, c'est que devant un lingot d'or, vous avez beau être votre testeur, ben, la fine couche d'or va dire c'est bien de l'or 100%. Vous allez le peser, on va dire oui, c'est bien de l'or aussi 100%. Et en fait, c'est du tungstène dedans. Donc il faut inventer de nouvelles méthodes de vérifier les lingots parce que ceux actuels, beaucoup de banques centrales et de grandes banques se sont fait avoir avec des lingots au tungstène. Et quand je dis qu'on ne peut pas créer de l'or, c'est plus ou moins faux. Cette personne, en 1980, a réussi à créer 1000 atomes d'or avec un accélérateur de particules. Ouais, exactement. Donc, ce qui fait qu'en ce moment même, je pense, avec le CERN et son anneau en dessous Genève, il y a peut-être de l'or qui se crée, on ne sait pas. Mais c'est dans des proportions tellement infimes et ça coûte tellement cher que aujourd'hui, on sait créer de l'or, on sait. Il l'a fait à partir du bismuth. Donc, du bismuth et moyennant de bombarder avec, je ne sais plus trop quoi, je ne vais pas dire de bêtises, des protons, des neutrons. Il est arrivé à des atomes d'or. C'est juste que, bien évidemment, c'était pour un prix hallucinant par rapport au coût que ça a de minage. Donc, mine de rien, le verre est déjà dans la pomme, on peut dire. On a déjà une méthode, c'est juste un peu comme l'aluminium. Il y avait déjà une méthode pour raffiner l'aluminium, c'était tellement cher que ça faisait le métaux le plus cher au monde. Et à un moment donné, quelqu'un a dit, mais en fait, on peut faire beaucoup plus simple. Et ça a totalement détruit le prix de l'aluminium. Ça se trouve qu'il sait. Peut-être que d'ici 100 ans, on arrivera à trouver un moyen de créer de l'or synthétique. Et donc Bitcoin là-dedans. Eh bien Bitcoin, mine de rien, c'est pas si mal que ça parce que Bitcoin a, on va dire, un défaut, une qualité, c'est qu'il est programmable. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est peut-être la seule monnaie qui va pas se faire avoir par le progrès technique, puisqu'on va toujours pouvoir mettre à jour le protocole Bitcoin pour qu'il s'adapte au progrès technique et qu'il reste toujours compliqué à créer. C'est déjà le cas actuellement, c'est-à-dire que Bitcoin, mine de rien, le fameux minage de Bitcoin où il faut dépenser de l'énergie, de la puissance de calcul, il s'est déjà pris un saut entre le CPU et le GPU, c'est-à-dire entre miner avec des processeurs, miner avec des cartes graphiques. C'est déjà pris un saut de facteur 1000. Il s'est encore repris un saut de facteur 1000 en passant des cartes graphiques aux cartes dédiées pour Bitcoin. Mais dedans était codé le fameux niveau de difficulté qui s'adapte avec la puissance de calcul du réseau. Donc en fait, le Bitcoin a déjà, mine de rien, vu que c'est pas une conception de mère nature qui est figée à vie, c'était créé par l'homme. L'homme a pu, Satoshi Nakamoto a pu dire déjà, dans un premier temps, on va pouvoir mettre une difficulté de création qui s'adapte au progrès technique. Et ça a déjà été le cas par 2 fois. Et reste à espérer que les prochains aussi, on arrivera à adapter le Bitcoin pour que toujours le Bitcoin reste au-dessus du progrès technique en termes de difficulté de création. Donc, je crois que c'est ça, oui, c'était la fin. Donc le Bitcoin comme matière première, la réponse est oui. Il y a quasiment plus débat. En tout cas, dans l'administration américaine, ils ont plié le truc depuis longtemps, c'est oui. Et c'est pas faux, il a toutes les qualités d'une commodities, mais il s'échange, il se détient et il ressemble à une securities. Ça, c'est déjà très important parce que le monde numérique actuel, on pensait qu'on était obligé d'avoir des monnaies type ETF, type action, puisque
quand on fait des échanges à travers Internet, on ne va pas s'échanger des lingots d'or, du riz ou du poulet. Donc on était très content d'avoir une monnaie numérique. C'est juste que les monnaies numériques qui sont type ETF ou actions, à chaque fois, ils ont tendance à s'écrouler. Là, Bitcoin apporte déjà une première révolution. C'est une monnaie numérique qui s'échange aussi facilement qu'un securities, qu'on peut faire passer à travers Internet, mais qui a des garanties solides en termes de pérennité, comme une commodities. Et cerise sur le gâteau, quand on se rend compte même des commodities qui ont servi de monnaie dans le passé, beaucoup ont été dévalués à cause du progrès technique. Et même là, Bitcoin apporte aussi une réponse, puisque c'est une matière première qui va pouvoir s'ajuster au progrès technique pour éviter d'avoir du Bitcoin, on va dire, synthétique, comme on peut avoir des diamants actuellement, de l'or prochainement, ou des rubis, ou ainsi de suite, quoi. Donc voilà, comme Bitcoin comme commodities, à mon sens, et au sens de la réglementation américaine, c'est oui. Et en plus, c'est une commodities qu'on n'a jamais vue auparavant, avec des énormes intérêts pour en faire une monnaie de réserve de valeur sur le long terme et d'échanges internationaux. Voilà. Merci. Oui, c'est fini. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Oui, voilà. L'or, effectivement, le minage d'astéroïdes, je sais que je sais pas si c'est encore réalisable, mais c'est on va dire, en projet, parce qu'il y a des astéroïdes qui sont littéralement remplis d'or, ou par exemple, ils ont tellement une pression énorme qu'ils peuvent venir d'un endroit qui avait une pression énorme, ce qui fait que leur cœur est entièrement en diamant. Des astéroïdes qui sont des énormes diamants sur pattes, quoi. Donc ça donne envie à plein de gens. On verra bien, mais même l'or, en fait, a déjà été dévalué. Il y a des exemples concrets, par exemple, quand les Portugais ont trouvé les mines d'or dans l'Amérique du Sud, ça a dévalué le cours de l'or au Portugal et en Europe pendant plusieurs décennies. Il y a aussi le roi du Mali, j'ai oublié, Moussa quelque chose, qui lui, il avait toutes les mines. À un moment donné, il avait la moitié de l'or sur Terre parce qu'il avait les mines du Mali qui étaient gorgées d'or. Et ben quand il a fait le pèlerinage à la Mecque, il distribuait de l'or tellement partout que le cours de l'or au Caire a été dévalué pendant aussi plusieurs années, tellement il a distribué de l'or sur son passage, quoi. Donc l'or, on va dire, il n'y a pas de magie avec l'or, ça vaut cher parce que c'est rare. On a déjà des exemples où à un moment donné, l'or n'a plus été aussi rare. Après, il est revenu parce que le passage là, du roi du Mali, bon, ça a duré qu'un temps, et les mines d'or en Amérique latine aussi. Mais oui, on sait très bien ce qui va se passer le jour où quelqu'un trouve une quantité d'or ahurissante. Ça s'est déjà passé, ça serait une dévaluation. Ça a été corrigé dans le passé, mais si on arrive vraiment à avoir l'arbre magique à or, je sais pas comment dire, on sait déjà que ça va être dévalué, quoi. Avec les ordinateurs quantiques, si on arrive à casser le chiffrement, C'est ouais. C'est une très bonne question. C'est-à-dire que la menace du Bitcoin, c'est le chiffrement quantique. Et donc, littéralement, Bitcoin, il y a une question de soit il va falloir quand même adapter à un moment donné le protocole, trouver d'autres algos de minage, ou juste mettre je sais pas, un hash plus long pour avoir plus de zéros dedans. Exactement. Donc, actuellement, le Bitcoin est une menace quantique comme tout ce qu'il y a sur Internet, hein, d'ailleurs, hein. Si vous avez un ordinateur quantique, vous pouvez hacker votre banque, les satellites, n'importe quel serveur. Le Bitcoin en fait partie, et tout va reposer sur est-ce qu'on arrivera à faire bouger le protocole, justement, pour qu'il reste toujours au-dessus du progrès technologique. C'est techniquement possible, faut juste, le Bitcoin est un consensus. C'est vrai que quand on voit des fois ce qu'a donné la taille des blocs comme guerre, là dire on va devoir changer. Sinon, il faudra changer deux choses à mon sens. Un, l'algo de minage, qui soit davantage résistant au quantique, et deux, les signatures. Je ne sais pas si les signatures actuelles de CDSA résistent bien au quantique, mais il va peut-être falloir en trouver d'autres. Donc si en gros on hack l'algo de minage, c'est juste que la personne pourra créer tous les nouveaux bitcoins, jusqu'à ce que quelqu'un ait une machine avec lui, et puis ça sera de nouveau une compétition avec le niveau de difficulté qui se met à niveau. Par contre, si on hack les signatures CDSA, ça veut dire que c'est open bar sur les wallets de tout le monde, et c'est un peu plus problématique. Donc on espère qu'il y aura un consensus là-dessus, et que Bitcoin va quand même rester toujours au-dessus du progrès technique, quoi. Ouais. Franchement, je suis pas sûr. Je sais qu'il y avait eu des projets. Disons qu'il y a des fois, il y a eu, par exemple, les Américains, par exemple, avaient tendance à ne pas trop aimer ces projets-là, quoi. Donc, par exemple, je sais que Kadhafi voulait faire son étalon or en Afrique, voilà, qui repose en paix. Il y avait Saddam Hussein qui repose en paix. Peut-être il y avait Strauss-Kahn qui voulait battre monnaie avec la FMI. Lui, ils n'ont pas eu besoin de le tuer vu comment ses penchants étaient suffisants. Mais donc, on va dire ces dernières années, ceux qui avaient une idée de dire tiens, l'or, enfin le dollar, c'est pas non plus foufou,
comme manière de faire, j'ai envie de revenir à une monnaie plus solide. Bizarrement, ils sont arrivés quelques problèmes. Oui, ouais, c'est vrai qu'il y avait ça ouais, par rapport au pétrole, ouais. Donc, je pense que ça va revenir, ça va revenir. Là, à un moment donné, c'était les BRICS, justement. Ils ont compris que s'ils faisaient chacun de leur côté, ils se faisaient buter, grosso modo. Mais donc là, les BRICS, c'est une rumeur qui date depuis, je crois, 2 ans. Ils veulent faire une monnaie commune, indexer notamment une partie sur l'or, une partie sur peut-être des matières premières, sur un panier de devises, et ainsi de suite. C'est l'idée qu'ils ont, mais pour l'instant, je ne sais pas si vous avez des nouvelles. Bah oui, bah oui, ça signifie que, évidemment que, par exemple, l'Afrique du Sud, ils n'ont pas de pétrole, mais ils ont de l'or, donc eux, ils ont envie que la monnaie soit indexée sur l'or. La Russie, ils ont tout ce qu'ils veulent, donc ils peuvent y aller. L'Algérie, c'est que du pétrole, mais pas d'or. La Chine, ils vont préférer plutôt le charbon, je sais pas. Donc en fait, le problème, c'est que des pays qui en fait n'ont pas de matière première commune. Donc chacun va vouloir tirer le panier de vie va se faire sur quoi? Sur la place dans le PIB ou la démographie Donc ouais, effectivement, moi, je comprends que ça n'est pas encore abouti parce que quand on veut mettre encore une fois, quand on veut mettre c'est comme pour le niveau inflation-déflation, c'est des choix politiques. Donc la monnaie des BRICS, s'ils veulent faire une monnaie en disant ça sera tant d'or, tant de pétrole, tant de matières premières, tant de devises étrangères, il y aura des choix politiques à faire qui vont forcément être un avantage pour un et un désavantage pour l'autre. Donc bon, bonne chance à eux pour trouver un consensus, quoi. Ça pourrait être une solution. Ça pourrait dire qu'à la fin, en fait, vu qu'ils n'y arrivent pas, ils disent ça sera Bitcoin. C'est possible, mais enfin, je sais pas s'ils ont envie de faire ça, quoi. Si ça, oui, si ça arrive. Si ça arrive, moi je pense déjà que actuellement, s'ils sont pas cons, ces BRICS, ils se rendent compte que mine de rien, actuellement, la première crypto-monnaie échangée au monde, c'est pas le Bitcoin, c'est le Tether. Vous pouvez voir sur CoinMarketCap, et c'est le Tether, mais d'un niveau, c'est limite, ça reprend tous les autres, hein. Donc je pense que ces autres pays se disent, putain, les Américains, ils sont. En fait, la blockchain arrive que c'est déjà le dollar qui fait office d'étalon dedans, quoi. Bon, alors en tant que Bitcoin maximaliste que je suis un peu triste, c'était pas le projet initial et à tel point que le dollar, en fait, se fortifie. Ça donne accès à du dollar à des pays qui, justement, avaient fermé leurs portes au dollar, aux citoyens, et ainsi de suite. En disant, non, non, vous allez rester avec ma monnaie, c'est que ma monnaie intérieure et compagnie, la Chine, le Nigeria, la Russie, ainsi de suite, voient leurs citoyens avoir du dollar comme ils veulent avec des stablecoins. Donc peut-être que ça va leur faire réagir en disant, merde, il faut qu'on arrive, nous aussi, le plus vite possible dans les crypto-monnaies, et ils se disent, en fin de compte, on arrête de réfléchir, on prend Bitcoin. Ça pourrait être, pour moi, je pense, une stratégie. Parce que là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est actuellement le dollar qui gagne, le principal pays qui gagne sur la crypto. Ouais. Bah, je sais pas combien de temps on a, mais par exemple, l'expérience du Salvador, où les gens n'utilisent pas le Bitcoin, hein, ça se dit, bah oui, qui a envie de payer un truc en Bitcoin s'il sait qu'en plus ça peut valoir plus cher dans 5 ans, quoi. Donc est-ce que Bitcoin sera utilisé comme matière, comme moyen d'échange alors qu'on espère tous que ça va prendre de la valeur? C'est bizarre. Ouais, exactement. Exactement. C'est l'avantage de l'inflation et faut pas épargner avec, quoi. Donc c'est presque ça qui est. Mais par exemple, je vais pas en parler, l'histoire monétaire française, durant tout le 19e siècle, c'est où il y avait les talons or. Grosso modo, depuis Napoléon III, qui a lancé l'industrie en France, qui a lancé le capitalisme, les industries, les usines et ainsi de suite, tout s'est fait avec les talons or, quoi. Donc tout s'est fait de Napoléon III avec le début donc, du capitalisme, ainsi de suite, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ça a été une période de croissance incroyable pour la France, avec une monnaie qui était arrimée solidement à l'or, quoi. Donc c'est pas impossible. Et effectivement, moi, je n'ai pas la solution de est-ce que ça serait mieux une économie, déflation, inflation. Juste un truc pour l'épargne. Pour l'épargne, ça, je suis sûr que l'inflation, c'est pas bon. Mais pour stimuler l'économie, est-ce qu'il faudrait garder une monnaie inflationniste? Ouais, ça, alors déjà, faut séparer les choses parce qu'il y a tout ce qui est les monnaies numériques de banque centrale qui te parlent pas de blockchain, je sais pas pourquoi, ils te parlent de registres distribués chaque fois. Et quand on regarde dans le détail, distribué, il y a 3 serveurs, quoi, grosso modo, qui se battent en duel. Donc, il y a déjà ce côté-là en fait,
je vais pas dire que c'est des arnaques, mais si, c'est-à-dire beaucoup de monnaies comme ça qu'on va dire, tiens, on va utiliser la crypto-monnaie pour faire une monnaie locale ou d'État et ainsi de suite. Des fois, c'est pas une crypto-monnaie, des fois, ça sert à rien d'en faire une crypto-monnaie, parce que c'est quand même très contraignant une blockchain, hein. Par rapport à une base de données classique gérée par quelqu'un, c'est quand même très contraignant, quoi. Alors c'est possible que voilà, on mette en Satoshi et qu'on paye, je sais pas, avec une autre monnaie. Mais de ce que je vois, Bitcoin comme monnaie qu'on utilise, c'est Bitcoin en tant qu'actif de réserve d'épargne, c'est en train de prendre quand même très fort, hein, avec on voit là même l'initiative pour la BNS, on voit quand même pas mal d'entreprises, de hedge funds, de dire tiens, ça serait intéressant qu'on diversifie en Bitcoin. Donc le fait que Bitcoin devienne un actif entre 2 et 5% de toutes les gestions de fonds du monde, ça, je le vois de plus en plus. Le fait que ça devient quelque chose avec lequel on est payé en salaire, on paye nos commerçants avec, pour l'instant, je vois pas grand-chose qui va dans ce sens-là. C'est pas que c'est impossible, mais c'est vrai que ça prend pas trop, quoi. Faut attendre, effectivement. Mais même, toujours pareil, comme on dit, la mauvaise monnaie chasse la bonne, c'est-à-dire on va toujours vouloir se débarrasser de la monnaie qu'on estime, on va toujours vouloir payer les autres avec la monnaie qu'on estime prendre le moins de valeur dans le futur. Donc, si Bitcoin se dévalue plus que 2%, et rentre en compétition avec les monnaies d'État. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi je me mets même en tête de me dire, est-ce que, je sais pas, je vais vouloir m'acheter une voiture en Bitcoin? L'immobilier, pourquoi pas? Parce que l'immobilier, ça monte. Donc je me dis, bah oui, c'est pas mauvais. C'est vrai que l'immobilier suisse, ça fait toujours que monter, du moins en théorie. Donc pourquoi pas acheter une maison en Bitcoin? Ok. Mais une voiture où tu sais que dès que tu l'as sortie du garage, elle a dévalué de 30%, voire plus, est-ce que tu as envie de mettre un Bitcoin qui, lui, peut très bien faire 30% en plus l'année suivante, quoi? Non, Mère Nature n'a pas. Ouais, exactement. Non, c'est deux points. Alors, effectivement, le premier, c'est. Pas quoi dire, c'est un peu philosophique. C'est est-ce qu'une commodité qui n'existe pas sans l'espèce humaine reste une commodité? Bah, faut se poser la question parce que c'est la première qu'on a, donc effectivement. Et la seconde, la réponse est oui. Et en fait, on peut voir ça comme un défaut ou comme un avantage. Le fait que Bitcoin n'est pas, c'est pas Mère Nature qui a défini ses règles et ils sont totalement immuables. On peut voir ça comme un défaut parce qu'on on peut pas hacker l'or alors qu'on peut hacker un software. Donc si ça se trouve, Bitcoin va trouver une faille et c'est fini. Mais justement, Mère Nature, elle peut pas évoluer, ce qui fait que si on arrive, nous, humains, à la dépasser en créant des processus de fabrication plus optimisés, on a vu que toutes les commodities, en fait, ont fini par sombrer. Alors que le fait d'avoir une commodities comme Bitcoin sur lequel on a la main et qu'on peut modifier, on peut voir ça comme un défaut, on peut aussi voir ça comme une qualité, puisqu'on va pouvoir toujours mettre un niveau au-dessus en termes de création, quoi. Donc, pareil, est-ce que là, ça fait ça d'une commodities? C'est un débat philosophique. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? On peut voir le verre à moitié plein, à moitié rempli. On peut voir que ça sera une commodities qui ne va jamais se laisser prendre sa rareté par le progrès technique. On pourra toujours mettre à jour les règles pour que ce soit toujours plus compliqué. Mais on peut aussi voir que ouais, c'est une commodities, on va dire, qui en soi peut être modifiée par des humains. Il faut juste qu'il y ait suffisamment d'humains. Ça peut être nul, quoi. Oui, je pense, oui. C'est juste que actuellement, on va dire, si l'administration américaine dit une chose, c'est que c'est parti pour. Je pense que par exemple, là, c'était l'avis des Américains. Je pense que si on va voir Christine Lagarde, par exemple, et on lui demande est-ce que le Bitcoin est une commodities, je pense pas qu'elle soit d'accord, quoi.